Bienvenue dans Poids Lourd, le podcast où on explore des sujets qui pèsent. Je m'appelle Manon et à chaque épisode, je reçois une personne qui vit ou a vécu l'obésité. Que ce soit une personnalité publique ou un illustre inconnu, on parle du poids de l'obésité, de grossophobie, du regard des autres et du rapport au corps sans filtre et sans langue de bois. Dans cet épisode, je reçois mon amie Shainez. Shainez a 33 ans, est mariée et maman d'une petite fille de 2 ans. Elle est prof d'anglais dans un lycée de la région parisienne. Comme beaucoup de femmes qui se battent contre le surpoids ou l'obésité, Shainez connaît les montagnes russes de la prise et de la perte de poids depuis des années. Avec Shainez, on a parlé du syndrome de la bonne copine, d'hyperphagie et de l'acceptation du mot grosse. Bonjour Shainez. Bonjour Manon. Shainez, comment se porte ta couenne ? Oh, ma couenne, elle vient, elle part. C'est une histoire vraiment compliquée entre elle et moi. Hein. C'est une, comme on dit, a love-hate relationship. Elle est là. En tout cas, en ce moment, elle est là. Voilà. Ok. Alors, pour qu'on se situe un peu où tu en es, voilà, on va dire en termes d'obésité dans ton parcours. Oh, mais rien que ce mot, il me terrifie en fait là. Oh my god. On peut dire de surpoids ? Oui, si tu veux. Ouais. Bon bref, plus directement. Est-ce que le corps médical te considère comme grosse ? Oui. Oui. Ok. Est-ce que la société te considère comme grosse ? Ça dépend des gens. Ou alors, soit il y en a qui veulent pas le dire et qui me disent juste « Non, ça déforme, ça te va bien. De toute façon, je te verrai pas mince. » Merci, on se passera de tes commentaires. Soit il y en a, oui, mais je pense que c'est très subjectif en fait comme question. Ok. Ouais. La société. Oui, par rapport aux normes de société. Est-ce que tu serais considéré comme quelqu'un de gros ? Aux États-Unis, non, du coup. Je vais aller vivre. Au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, bête de meuf, quoi. Moi aussi, parfois, je dis ça. Écoute, tout est une question de période, hein. C'est pas grave. Hein. Est-ce que tu te considères comme grosse ? Mais déjà, tu sais que ce mot-là me terrifie. Le mot grosse ? Ouais. En fait. Et c'est pour ça que je le dis aussi dans ce podcast, hein, parce qu'en fait, c'est pas un gros mot. Ouais, bah pour moi, tu en vois, fait, ça. Si on dit grande, petite, mince, l'opposé, c'est grosse. C'est pas de forte corpulence, ronde, je sais pas quoi. Non, c'est grosse en fait. Ouais, mais ça. C'est pas un gros mot. Ça devrait pas être péjoratif. Ça devrait pas être péjoratif, mais ça a un impact qui est celui du coup qu'on a toujours eu par rapport à la société, hein, qui est un impact. C'est très négatif. Hein. Moi, ça me fait pas du tout plaisir. Ça me rend un peu triste, ça me rend un peu mal à l'aise, ça me renvoie à énormément de choses de mon enfance, ça me renvoie à des douleurs. C'est un mot que j'arrive pas encore à me dire oh, that's fine, c'est ok. Grosse égale l'opposé de mince et je ne suis pas mince donc je suis grosse. Ça peut être gris aussi, c'est pas noir ou blanc. Mais non, moi non, je me considère pas comme grosse, j'arrive pas. OK. Ouais. Mais c'est pas une obligation non plus. Hein. Voilà. Du coup, je ne peux pas. Non. Voilà. Ok. Je sais que je ne suis pas mince. Mais pour moi, je ne suis pas grosse. Parce que grosse, ça a un impact plutôt négatif sur ma personne, sur mon psyché. Mais j'ai les cuisses qui frottent, hein. L'été, il faut de la crème, hein. J'ai les cuisses qui frottent. Elle s'aime beaucoup. Alors, sache qu'il y a des filles minces qui ont les cuisses qui frottent aussi. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Ok. Mais du coup, tu ne te considères pas comme grosse, mais tu estimes que tu es en surpoids ? Oui. Ok. Ah oui, ça, d'un moment, je suis pas quand même aveugle, hein. Je sais que je suis en surpoids. Quand je regarde les courbes, il m'arrive de faire, tu sais, sur le téléphone, là, ou sur les applications, quand tu veux perdre du poids, un avant, un après, avec un objectif, etc., etc. Et je suis pas aveugle, je sais bien que ma courbe, elle est pas au bon endroit, quoi, on va pas se mentir. Je sais pas si c'est aussi peut-être le fait que je sois assez active, tu vois, dans ma vie, et en fait c'est peut-être ça, le fait que je sois tellement active, je monte très bien les escaliers, je peux avoir du cardio, je vais en vélo au boulot, je m'occupe de ma fille, je suis pas jamais été en difficulté, etc. À part quand elle est née, parce que j'étais grosse quand elle est née, tu vois. Mais pour moi, tu vois,
Je suis en train de te dire grosse parce que j'avais 20 kilos de plus et que je me sentais extrêmement mal. Je ne dis pas qu'aujourd'hui là je me sens bien dans mon corps, hein, mais je me sentais extrêmement mal. Vraiment ça me dégoûtait quoi mon corps. Et là j'associe au mot grosse. Et limite je me sens mal de dire ça par rapport à toi parce que je sais que toi c'est comme ça qu'aujourd'hui ce mot-là tu l'utilises, tu vois, pour parler de toi. Et en fait c'est horrible pour moi de dire ça, tu vois, parce que moi je te trouve magnifique, je te trouve formidable et pour moi grosse ça me fait de la peine, tu vois, que mais tu peux être une grosse et belle. Oui, c'est vrai. Oui, mais tu vois, moi c'est un truc qui n'a pas la même résonance. Ouais. Mais je sais, hein, moi j'utilise ce mot ici dans le podcast pour aussi provoquer un petit peu et remettre ce mot-là à sa place aussi. Tu vois. Quand tu dis mon gros bébé ou là mon gros chat, tu dis jamais c'est parce qu'il est gros il est moche, tu vois. Non, parce qu'il y a une quantité d'amour assez importante, on va pas se mentir. Voilà. Est-ce que du coup, désolée, moi je vais utiliser le terme grosse. Vas-y. Bring it à me. Est-ce que tu es née grosse ou tu l'es devenue? C'est quoi l'histoire de ton surpoids? Alors, j'ai jamais vraiment su pourquoi est-ce que j'ai été en surpoids à un moment donné de ma vie. Simplement, j'ai été considérée en surpoids et je pense que ça a été ça aussi la grosse erreur de mon enfance. C'est que j'ai été considérée en surpoids très très tôt. Et quand je te dis très très tôt, c'est à 7 ans quoi. En fait, je suis née avec un microbe dans le sang, etc. Donc j'étais vraiment pas un gros bébé, hein, vraiment pas. J'étais un bébé plutôt petit d'ailleurs. Et en fait, derrière, j'ai commencé à être un petit peu... J'avais des petits bourrelets, des joues, un peu comme ma fille aujourd'hui, en fait. Ma fille tient un petit peu de moi sur sa morphologie. Aujourd'hui, ma fille a un petit peu la morphologie que moi j'avais quand j'avais son âge, donc 2 ans. Aujourd'hui, elle a 2 ans. J'ai toujours eu des petits bourrelets, des petites joues, etc., des mollets un peu, voilà quoi, de la chair, etc. Mais je pense que quand on est enfant, aujourd'hui, je le sais et je le pense sincèrement, quand on est enfant, on peut pas parler d'être gros en fait, c'est pas possible, pas à son âge en tout cas, surtout pas quand on a un mode de vie qui est sain, qu'on bouge, qu'on mange sainement, etc., comme c'est le cas aujourd'hui de ma fille. C'est pour ça que je me questionne beaucoup aujourd'hui sur comment ça s'est passé à l'époque pour moi, tu vois. Et en fait, effectivement, à l'âge de 10 ans, on m'a fait faire un régime en fait. Ok. Alors c'est qui on? On, c'est ma maman. Attention, on n'est pas là pour shamer et pointer du doigt quelqu'un. Chaque mère fait comme elle peut à la hauteur de ce qu'elle pense être bon. Exactement. Moi, je sais que ma mère s'inquiétait pour moi. Elle a toujours eu une inquiétude et je le voyais dans ses yeux. Et c'est aussi quelque chose qui me faisait un peu de la peine, quoi, de voir que ma mère s'inquiétait beaucoup pour moi par rapport à mon corps et comment j'étais. Que moi, j'avais pas forcément non plus la main là-dessus. C'est-à-dire que c'est pas comme si je m'empiffrais, etc. Ok. Non, j'étais juste comme ça en fait. T'avais pas de problème de comportement alimentaire à cet âge-là? Non, après on a toujours été, comme on est quatre filles, on a toujours vécu avec les grosses plâtrées de pâtes le soir où vraiment on mangeait, on avait des assiettes qui étaient bien remplies, merci quoi. Mais voilà, moi aujourd'hui je le vois plus comme ça. On avait des assiettes bien remplies. Je remercie mes parents d'avoir tout fait pour qu'on ait justement des assiettes bien remplies, pour qu'on ait de quoi nous nourrir, etc. Quand on voit certaines familles aujourd'hui qui ont du mal à boucler les fins de mois et à remplir le frigo, je m'estime plutôt heureuse d'avoir eu une enfance comme ça. Mais après, effectivement, c'était pas parfait et heureusement que c'était pas parfait. Mes parents n'étaient pas parfaits et je ne suis pas parfaite. Je ne suis pas une maman parfaite. Et effectivement, à un moment donné, ma mère, dans l'inquiétude qu'elle avait de me voir dans sa vision de moi en étant plus bien portante par rapport aux autres enfants qu'elle voyait, elle s'est inquiétée. Elle m'a fait faire un régime où j'ai perdu un peu de poids. J'ai été voir une diététicienne, etc., etc. Je sais pas si tu comprends vraiment la portée et l'étendue du truc quand t'as 10 ans, quoi. Moi, ça m'est arrivé à 8 ans. Voilà. Je sais pas comment on dit, je relate. Ouais, tu relate. Beaucoup. Et du coup, est-ce que ta mère, il y a eu ces inquiétudes-là avec tes sœurs, par exemple? Oui, je le vois aujourd'hui. Aujourd'hui, notamment avec l'une de mes sœurs. Ouais, elle est un peu inquiète. Je sais pas dans quelle mesure pourquoi est-ce que c'est intervenu comme ça? Pourquoi est-ce qu'elle s'est toujours inquiétée? Alors, s'inquiéter pour ses enfants, c'est normal. Mais je pense honnêtement qu'il y a
il y a des attitudes, il y a des mots. Ouais, c'est surtout le poids des mots, je pense, quand t'es enfant. Il y a des mots qui ont un poids qui est quand même assez important. Oh, ma fille, j'aime pas te voir comme ça me fait de la peine. Je m'inquiète, ça me fait de la peine. Toi, tu dis, mais de la peine. Mais je fais de la peine, en fait. Je fais de la peine. Et c'est horrible, en fait, de se dire, je fais de la peine à ma maman parce que je suis pas comme les autres. Mon corps n'est pas comme les autres, en fait. Et je pense qu'à partir de là, t'as compris que derrière, tu peux pas avoir un comportement normal vis-à-vis de la nourriture. Est-ce que tu estimes avoir déjà vécu la grossophobie? Ah ouais. Ah bah oui, ça c'est... J'ai même pas à réfléchir longtemps. Hein. À l'école, enceinte aussi. Ça c'est quelque chose qui... Ouais, enceinte. C'est quelque chose qui m'a énormément choquée. Et je me rappelle encore du jour où je suis rentrée chez moi en pleurant, quoi, et en me disant, mais... pourquoi on me regarde comme ça? Je suis enceinte, quoi. Et il y a C'était des regards? Ah ouais, c'était des regards de femmes. Ok. De femmes qui me regardaient et qui regardaient genre, mon ventre et moi, mon corps, quoi. On me regardait de haut en bas en posant les yeux sur mon corps et avec des yeux un peu étonnés et voire des fois j'avais même l'impression de lire du dégoût. Alors c'est peut-être moi qui interprète là à ce moment-là, hein, mais je veux dire, c'était pas le regard de oh elle est enceinte, c'est mignon, c'est oh elle est enceinte et elle prend cher, quoi, tu vois. Et puis à l'école, c'était typiquement les sales grosses. Ouais, sales grosses. Sales grosses. Ouais, sales grosses. Et puis ça, c'était en primaire. Donc finalement, peut-être que ma mère a eu raison, j'en sais rien, de s'inquiéter pour moi. Puis moi, il y avait un truc aussi qui m'avait un jour profondément blessée. On était au collège, je me rappelle. Moi, c'est vraiment un truc de gamine, mais on va pas se mentir, c'est comme ça qu'on se construit aussi, hein. C'est la pire période, je pense. Ouais, le collège. Moi, j'ai beaucoup souffert du collège. Par rapport à ça, parce que on avait toujours ces trucs du mais on veut se trouver un petit copain, etc. Parce que tout le monde avait des petits copains à droite à gauche, et moi aussi je voulais un petit copain, et je savais que j'étais pas repoussante, quoi. Mais 2 fois, je me rappelle, on m'avait dit non, en fait. C'est pas mon style, mais je savais très bien ce que ça voulait dire. C'est pas mon style, en fait, c'était parce que j'avais des formes, tu vois. Et j'avais plus de formes que Alice ou Ingrid qui faisait de la gym 5 fois par semaine, et tu vois. Parce que moi là où j'étais, c'est vrai que et à l'époque, les années 2000 du coup, ouais, les années 2000, début 2000, c'était vraiment pas la mode d'avoir des formes, hein. Pas du tout. Kim Kardashian n'était pas encore arrivée sur le marché, on va pas se mentir. Non. Je vais pas faire ta psychothérapie, mais ce que je note quand même, c'est que tout à l'heure tu m'as dit mais moi je peux pas m'attribuer ce mot de grosse et j'aime pas que les gens se l'attribuent. Alors pour moi c'est un mot qui est pas possible. Et en fait tu me dis que l'insulte qu'on me disait le plus c'est sale grosse. Ouais. Donc en fait c'est peut-être ça aussi. C'est que si gros ça devient sale. Ah ouais, bah oui, t'as raison. Ouh là là, faut que je te paye à la fin. Non, mais oui, mais clairement, ça a toujours été associé à quelque chose de extrêmement douloureux pour moi, ce mot-là. Très, très douloureux. C'est quoi ton souvenir le plus mémorable de grossophobie? En fait, il n'y a pas de plus mémorable. Pour moi, c'est une succession de situations. C'est vraiment une succession de situations dans lesquelles, au bout d'un moment, tu peux plus te voir, quoi. Tu peux plus te voir, tu peux plus t'encadrer, tu peux plus te regarder, tu te dégoûtes, tu te demandes comment la personne qui partage ta vie, elle peut t'aimer, tu vois, comment elle peut te trouver attirante. C'est très très dur. Encore une fois, on est dans l'enfance là. Hein. On est dans l'enfance. Un jour, je me rappelle, j'étais en C20, je crois. En C20. Moi j'étais une enfant très très calme, vraiment très très calme. J'aimais un peu le côté leader, etc. à l'école, très bon élève, etc. Et j'avais jamais causé le moindre problème, quoi. Et un jour il y a un gars, je me rappelle, il s'appelait Guillaume. Guillaume, tu nous entends? Il s'est mis derrière moi, il m'a dit sale grosse. Je me suis retournée, je lui ai mis un pain, j'avais jamais fait ça de ma vie. Hein. Et vraiment, j'étais petite, hein. Et je lui ai donné un coup de poing dans le nez. Il a saigné du nez. J'ai dû donner mon carnet. J'ai dû donner mon carnet à la directrice. Et je me suis pas du tout sentie soutenue aussi à ce moment-là. Ouais. Ça m'a un peu blessée. Ouais, je pense que c'était une super réaction une super réaction. Merci. La violence, c'est bien. Non, je ne pousse pas à la violence, mais c'est rare qu'une petite fille elle se défende comme ça. Surtout que c'était vraiment pas mon caractère, quoi, du tout. Ah si, il y a un autre truc, et ça fait un peu référence à ce que disait Geoffrey dans le premier podcast. C'était
La famille. J'adore ma famille, hein, vraiment. Hein. J'ai cette tante que j'adore, mais vraiment je l'adore. Si elle se reconnaît, sache que je t'adore. Mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on allait chez elle, c'était le miroir si on avait grossi ou maigri, tu vois. Et donc on attendait des lieux. On attendait l'état des lieux à chaque fois qu'on passait le pas de la porte. Et donc on se retrouvait avec des tu as grossi un peu, hein. Ou alors, hey, tu as maigri, hein. Oui, on a le petit accent méditerranéen nord-africain. Et il y avait ces moments où elle me disait que j'avais grossi, où je me disais mais c'est horrible parce qu'en fait là, si elle le voit alors que je la vois une fois tous les je sais pas combien, qu'est-ce que les autres doivent penser de moi, quoi. Et en fait, à chaque fois, c'était comme le coup près qui tombait, en fait. Et de me dire, ah ouais, ma tante qui m'aime et tout, les gens de ta famille qui sont censés t'aimer quand même et t'apprécier pour ce que tu es, à chaque fois qui se permettent quand même comme ça de te faire une réflexion et de te faire une ordonnance du ah, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Toujours d'être au centre de l'attention parce que t'as un corps différent, c'est lourd à la fin. En fait, tu finis par croire quand même que t'es défini par ça, tu vois. T'es vraiment défini par ça, en fait, par ton corps, par la personne que tu es. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de, entre guillemets, gros, qui commencent à utiliser beaucoup l'humour aussi pour se cacher derrière quelque chose, pour montrer que leur personnalité vaut la peine d'être connue et qu'on vaut la peine de se lier d'amitié avec nous, qu'on nous comprenne, qu'on ait envie de rester avec nous, parce qu'en fait, on n'arrête pas de nous dire qu'on est gros. Déjà, on est gros. Donc si déjà je suis grosse, eh ben il faut bien que je sois sympa en fait. Et ça c'est infernal, insupportable. Quels sont les impacts positifs ou négatifs que le surpoids a eu dans ta vie, que ce soit pro ou perso? Wow. Alors, donc l'impact positif, c'est exactement ce que je viens de dire, c'est qu'en fait, t'as dû du coup te créer une carapace, une personnalité en fait. Moi, j'ai bâti, et je le sais, j'ai bâti ma personnalité autour de ça. J'ai bâti ma personnalité autour de ce personnage en surpoids, mais somme toute très sympathique, assez drôle, vraiment la bonne copine en fait, la bonne copine. Ce qui faisait aussi beaucoup que, quand j'étais plus jeune et que je cherchais à avoir des relations amoureuses, en fait, c'était pas possible parce que j'étais trop la bonne copine. J'étais la bonne copine, pas moche, mais en surpoids et qui avait justement toujours le mot pour rire, toujours le sourire, vraiment toujours le sourire. Et donc c'est vraiment un impact positif que ça a eu sur moi, c'est que j'ai toujours eu ce côté sympa, bonne copine, de l'humour. Et j'ai été obligée de me forger cette attitude et ce caractère de nana qui a de l'humour. Donc la petite drôle, la petite rigolote. Sauf qu'on va pas se mentir, au bout d'un moment d'être la petite grosse rigolote, ça c'est limite et il y a un moment donné où on dit stop quoi. Donc ça c'est plutôt pour l'impact positif. L'impact négatif, franchement, j'ai l'impression que là il faut que je verbalise des trucs qui sont durs quoi, tu vois. Maintenant me tire la main. Tu verbalises absolument ce que tu veux et tu peux même verbaliser des choses que tu me demanderas de pas garder au montage. Ah okay. D'accord. Alors, les impacts négatifs du surpoids dans ma vie pro. Parce que, alors moi, pour vous donner la petite info, je suis professeure, je suis enseignante en lycée. Je suis prof d'anglais dans le 93 et d'ailleurs, big up. Non, big up à tout le 93. Et donc, en fait, ça n'a jamais eu d'impact dans le sens où, grâce à cette personnalité que je m'étais forgée, je pense être une prof qui dégage un peu de bonhomie, vraiment de la bonhomie. Maintenant, d'un point de vue personnel, ça a ravagé pas mal de choses, hein, on va pas se mentir. Toujours ce besoin d'être aimé, toujours ce besoin qu'on nous aime. Tu vois, ici j'en vois un dans ma vie professionnelle du coup, toujours ce besoin d'être aimé qui s'est transféré aussi sur ma vie professionnelle parce qu'en salle des profs, j'avais toujours besoin qu'on m'apprécie, tu vois. Toujours besoin qu'on m'apprécie, alors je rigole à tout, je dis bonjour à des gens qui n'en ont absolument rien à battre de ma vie. T'as l'impression de devoir en faire plus que les autres pour qu'on t'apprécie ? Toujours. Ok. Toujours devoir en faire plus parce que j'ai quelque chose à prouver en fait. Comme si j'avais toujours quelque chose à prouver. Et en fait, ça m'épuisait. Bah, tu m'étonnes. Mais quand je te dis que ça m'épuisait, des fois je sortais de la salle des profs et je me retrouvais toute seule. Et je me disais, mais Shainez, pourquoi
pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'es comme ça? Cette personne, tu l'apprécies même pas, tu vois? Et en fait, c'est même pas le fait d'être fausse, hein. C'est pas d'être fausse parce que je suis pas quelqu'un de faux. Et je pense qu'au final, quand j'aime pas quelqu'un, ça se voit plus ou moins. Je sais pas si tu peux témoigner, mais ça se voit. Par contre, dans le milieu professionnel, j'ai tellement peur de pas être appréciée, alors que je sais que je suis une prof qui est je suis plutôt investie, j'aime mon métier, etc., etc. Mais à ça des profs, c'est différent. C'est vraiment un microsystème. Des fois, t'as un peu l'impression même de revenir au lycée avec les populaires, les moins populaires. Oh ouais. Incroyable. Ceux qui te regardent de haut en bas, ceux qui te disent bonjour, ceux qui te disent pas bonjour, ceux qui te prennent pour je sais pas qui, etc. À force de psychothérapie, un jour, je dis stop en fait. Bah non, je vaux exactement, je vaux ce que je vaux. Je suis ce que je suis, et puis ceux qui m'aiment pas, bah je les emmerde en fait. Je suis désolée de dire ça comme ça, mais c'est un jour, je me suis dit stop, je suis trop fatiguée, je suis épuisée en fait de toujours tout faire pour qu'on m'apprécie. Mais ça va même à un sourire. Des fois j'ai pas envie de sourire, bah maintenant je souris pas, tu vois. C'est très simple en fait. Dire bonjour, bah pourquoi je dirais bonjour à cette personne qui me dit même pas bonjour en fait quand elle arrive? Et tout ça a été créé par mon surpoids, je le sais. C'est pas juste parce que je suis une gentille personne et que j'ai envie qu'on m'apprécie, non. Je sais que cette carapace, cette personnalité a été forgée par mon surpoids. Maintenant, dans la vie personnelle, comme je disais, c'est toujours ce besoin donc de plaire et d'accepter un petit peu tout le monde dans ma vie et n'importe qui. N'importe qui, c'est-à-dire que par envie de plaire et d'avoir de l'amour. Ouais. Ok. Pourtant, je suis pas une fille qui a grandi sans amour. Ma mère m'a toujours donné de l'amour, mon père m'a toujours donné de l'amour. J'ai grandi dans l'amour, hein, vraiment, avec des situations plus ou moins difficiles de temps en temps, mais toujours ce besoin d'être aimée en dépit de mon corps. En dépit de ton corps. Je sais. Okay. En dépit. Je sais que c'est dur. En dépit de mon corps. Mais du coup, toi, tu aimes les gens en dépit de leur corps? Non. J'aime les gens, point. Ou je les aime pas, point. Évidemment, ce serait tellement plus simple si on s'appliquait les conseils qu'on donnait aux autres, de toute façon. Donc voilà, toujours ce besoin d'être aimé, d'être apprécié. Et donc j'en faisais trop et j'acceptais des gens qui n'étaient pas qualitatifs dans ma vie. Et ça allait de la famille aux amis qui n'étaient pas des amis du coup, et aux relations amoureuses qui étaient vraiment pas top quoi. Et les impacts positifs, à part ma personnalité, honnêtement, j'en vois pas. Après, en termes de sport, j'ai toujours été très active. J'ai toujours fait du sport. J'ai fait du basket. J'ai fait beaucoup de danse. Je suis très active. Je vis à Paris, donc on est tout le temps en train de marcher, monter les escaliers, prendre le métro. On est vraiment toujours en train de bouger. Donc j'ai jamais vraiment vu d'impact négatif. Là-dessus. C'est pour ça que j'ai du mal à considérer comme grosse, parce que grosse pour moi c'est. Tu vois vraiment... d'impact sur ta forme physique? Pas tant que ça. Je reste quand même assez à l'aise avec mon corps, assez cardio, etc., etc. Bah ça c'est hyper intéressant. Tu vois, moi aujourd'hui, c'est le plus gros point négatif pour moi d'avoir repris du poids, c'est qu'en plus j'ai repris du poids rapidement et que ça joue sur mon état mental, parce que je suis persuadée aussi que ce que je mange a joué fortement, notamment sur mon microbiote, sur la chimie de mon cerveau, et surtout je me sens molle, pas de cardio, pas de force, pas de fatigue, pas d'énergie. Et ça, c'est plus épuisant que le surpoids, que l'impact du surpoids sur juste, je peux pas mettre une taille 38, tu vois. Ouais, je pense qu'effectivement, à partir du moment où tu te sens limité, ça doit être dur. Ouais, c'est dur. Moi, c'est ce qui aujourd'hui me motive à vouloir réentamer un changement. C'est que je me sens limitée aujourd'hui. Après, je me limite aussi dans ma tête. Bien sûr. Tu vois, j'anticipe. Mais c'est parce que c'est pas la priorité pour l'instant. Une visite où il y a des marches, machin, je me dis, je suis pas capable de le faire. Alors qu'en fait, je vais le faire. Je vais peut-être mettre plus de temps que les autres. Mais je vais le faire. Est-ce que tu as l'impression que le surpoids a changé ta relation aux autres et au monde? Alors, je vois pas dans quelle mesure ça pourrait changer, puisque j'ai toujours vécu avec. Là, je pourrais te dire quand j'arriverai à perdre mes kilos, parce que je me bats avec beaucoup plus de choses que juste, je mange trop. Non, je mange pas trop. C'est pas ça, la vie. Quelqu'un qui est en surpoids, c'est pas juste tu manges trop, juste tu fais pas d'efforts. Manon, on en a déjà parlé, et c'est un combat que tu mènes aussi sur
sur tes réseaux et je trouve que c'est quand même très important que quelqu'un porte ce message-là. Il y a de plus en plus de femmes et d'hommes qui portent ce message en fait non, il faut arrêter de dire à quelqu'un qui est gros ou qui est en surpoids, tu devrais faire de l'activité physique, tu devrais manger comme ci, tu devrais manger comme ça. Ah mais oui, c'est vrai qu'on est en 2024 et qu'on n'a pas encore découvert comment on perdait du poids. On nous a pas fait des livres, on nous a pas fait des études. Évidemment qu'on sait, on sait tout ce qu'il y a à faire. On sait peut-être même ce qui fonctionne pour nous. C'est tellement plus complexe que ça. C'est tellement plus difficile que ça. De l'appliquer en dépit de son cerveau, de ses émotions. C'est ça. Et de son quotidien, de le maintenir. Moi, ça a vraiment souvent été ça. Moi, je suis capable de te faire une semaine du feu de Dieu. Je me réveille à 6h, je fais mon sport sans problème. Je mange, je prévois tous mes repas. Facile, pendant une semaine, je te le fais sans problème. Mais on sait bien que c'est pas comme ça la vie. On sait bien que si tu veux des résultats durables, si tu veux être en bonne santé de manière durable, il faut que ce soit durable, il faut que ce soit un mode de vie. Et c'est là où ça commence à me fatiguer. Je n'ai aucune idée de ce que c'est le surpoids qui change la vie. Par contre, j'ai une idée de ce que c'est d'avoir une vie qui change avec moins de poids. En fait, parce que j'avais perdu grâce à l'alimentation cétogène que j'avais commencé en avril 2021, au bout de 6 mois, j'avais réussi à perdre 15 kilos, à être dans une forme vraiment olympique, incroyable. J'aimerais tellement redevenir cette personne, mais je serais une personne différente évidemment et tout aussi comblée. Mais cette personne-là, elle était incroyable. Vraiment, j'envie beaucoup mon moi du passé d'avoir pu vivre ça. D'avoir pu vivre la fameuse photo où tu te dis mais ça d'habitude j'aurais demandé tout de suite de reprendre la photo, ou alors jamais de la vie j'aurais accepté que cette photo aille sur les réseaux ou quoi que ce soit. Et là de me dire mais en fait toutes les photos que tu prends, à aucun moment je me sens moche ou grosse ou waouh, c'est ça la vie de quelqu'un qui s'aime en fait, tu vois, qui s'aime. C'est incroyable, j'avais trouvé ça incroyable. Et c'est des photos où j'étais partie au Portugal avec mon mari et je me suis jamais sentie aussi belle, aussi bien, et pourtant j'avais un hémorroïde. Et crois-moi, marcher dans Porto avec un hémorroïde, c'est une épreuve. Et justement, pour que les gens comprennent un peu qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à retourner à cette personne qui avait perdu du poids ou à remettre cette alimentation-là en place sur du long terme. Et est-ce que même tu sais pourquoi ? Oui, une météorite est arrivée dans ma vie, du nom de Julia. La maternité, on va pas se mentir, c'est quelque chose qui m'a frappée de plein fouet. Je suis l'heureuse maman d'une petite fille incroyable, mais vraiment, quand je dis qu'elle est incroyable, on est d'accord, elle est incroyable. C'est la petite chose la plus mignonne du monde. On est d'accord. Et en fait, l'arrivée de Julia a été un cataclysme émotionnel parce qu'en fait, ta priorité, c'est plus toi. Tout simplement. Et la fatigue aussi. Et la fatigue ingérable, c'est ingérable. Tu n'es jamais à l'abri d'une nuit sans sommeil. Tu n'es jamais à l'abri d'une crise en fait qui va t'empêcher de faire le repas que tu avais prévu pour 3 jours pour te préparer. Tu n'es jamais à l'abri de rien. Tout est dans l'imprévu. C'est beaucoup d'imprévus et je n'ai pas cette force de caractère de faire en dépit d'eux en fait. Quand les choses arrivent, elles arrivent et je les prends comme elles arrivent et malheureusement, quand t'es hyperphage, c'est très très compliqué de rester justement pendant une période donnée droite dans tes bottes, cadré, d'avoir une alimentation irréprochable, etc., de faire du sport. En fait, je m'appelle pas Pamela avec un mari qui gagne 15 000 euros par mois et qui est capable de ramener l'argent pour la famille. Non, moi je travaille aussi. En fait, je suis une personne normale. En fait, j'ai une vie normale. Je travaille. Des fois, life is a bitch. Des fois, c'est difficile. Se retrouver en tant que personne, se retrouver aussi en tant que couple après une naissance, d'avoir une vie aussi à 100 à l'heure parce que pour telle et telle raison, placer son bien-être alimentaire, des fois, c'est dans l'équation, c'est pas facile. Ça voudrait dire aussi faire de moi une priorité, en fait. Et c'est quelque chose que j'essaye de faire, mais c'est pas le cas tous les jours. C'est pas tous les jours. Je ne suis pas tous les jours ma propre priorité. Surtout quand t'as un enfant de 2 ans. Surtout quand t'as un enfant de 2 ans. Moi, honnêtement, les femmes qui arrivent à être leur propre priorité ou qui arrivent à tout mener d'une main de fer et à tout faire, au bout d'un moment, on va pas se mentir, il y a du Xanax quelque part, quoi. De la coke. Oui, ou de la coke.
Donc chaque chose en son temps, quoi. Tu dis les femmes qui arrivent à gérer ça, enfin en gros mère parfaite, businesswoman Instagram parfaite et toujours bien mise, etc. Ouais. Oui, alors ça je pense que c'est un gros biais des réseaux sociaux qui n'est pas la réalité de beaucoup de monde, où c'est des femmes qui ont de l'aide, où c'est pas du tout leur réalité, c'est 24 heures dans la semaine et le reste c'est pas ça. Clair, enfin, tu vois, c'est clair. Je pense si Oui, je pense que c'est important qu'on se dise ça aussi. Non, mais t'as raison, bien sûr que t'as raison. Encore une fois, on montre ce qu'on veut sur les réseaux sociaux et la vie qu'on mène, elle nous appartient. Et je peux te dire que la crise de l'enfant de 2 ans là, avec toi, les cheveux enfarinés et avec ton jogging que tu portes depuis 3 jours, je pense pas que tu vas le mettre sur Instagram. On va pas se mentir. Tout comme ta petite crise d'hyperphagie derrière où tu vas te commander, où tu vas aller chercher tout ce qu'il y a de plus néfaste au supermarché quand personne n'est à la maison et que derrière, une fois que tout est fini, hop, tu vas à la poubelle du quartier pour tout mettre ni vu ni connu et faire un reset dans ta tête. Je pense pas non plus que tu le mettes sur Instagram, on va pas se mentir. Mais t'en viens quand même à te dire, attends, telle personne a réussi, pourquoi pas moi, quoi, tu vois. Des fois, t'as ce côté, c'est pas de la jalousie, c'est, ouais, t'as un peu d'envie, des fois. Ouais, t'es un peu envieuse, tu te dis, pourquoi moi je serais pas capable de faire ça? Bien sûr, et en même temps, heureusement qu'il y a des modèles parfois. Après, tu disais, j'ai pas la force de caractère de tenir mon alimentation dans tout ce que je vis actuellement. Pour moi, c'est pas une question de force de caractère, c'est que, comme tu le dis, tu fais de l'hyperphagie, c'est un trouble, et donc, c'est ta façon aujourd'hui de gérer tout ce tsunami émotionnel, c'est parfois la bouffe. Et en fait, c'est ok. Ouais, c'est une conversation que j'ai eue avec ma psy, Julie, si tu passes par là. C'est une conversation que j'ai eue avec ma psy, qui donc me suit depuis à peu près le Covid. En commençant les séances avec elle, j'ai compris que mon corps et ma tête étaient complètement déconnectés, qu'ils n'étaient absolument pas amis, et que si je voulais m'en sortir, il fallait passer par là déjà. Et donc elle m'a aidé aussi à me lancer dans une maternité sereine. Et chemin faisant, grâce à elle, je me suis aussi donné une chance d'être heureuse et de perdre du poids. Donc c'est comme ça aussi que je me suis lancée dans le keto. Et en fait, la dernière séance, je crois qu'on a faite, ou l'avant-dernière, elle m'a dit, mais Shainez, c'est comme si vous voulez rejeter cette partie de vous. Vous rejetez cette partie de vous. Et alors que on a travaillé depuis des années à justement m'accepter moi comme je suis, avec mes blessures, avec mes qualités. Et je me suis imaginée juste en ne plus acceptant les défauts de mon mari ou de ma fille ou des personnes que j'aime. Et je me dis, mais en fait, c'est pas juste envers ces personnes-là. Je les aime avec leurs qualités et leurs défauts. Ben moi, il faut que je commence aussi à m'aimer avec mes qualités et mes défauts. Et dans mes défauts, il y a effectivement, le fait que je me réfugie dans la nourriture quand je vis des émotions qui sont trop fortes. Et je trouvais pas ça juste envers moi-même et envers cette partie fragile de moi-même, envers cette fragilité. Je trouvais pas ça juste, en fait, de vouloir tout effacer, parce qu'en fait, au final, ça va être quoi derrière mon refuge? Ça peut être quelque chose de bien, bien plus malsain. Il y a des gens, c'est l'alcool, il y a des gens, c'est la drogue, il y a des gens, ils déversent leur rage et leur mal-être sur les gens qu'ils aiment. Et comme tu l'as dit très, très, très justement la dernière fois, en fait, l'hyperphagie, c'est un petit peu finalement, comment t'as dit ça? C'est un peu la rébellion des gentils. La rébellion des gentils, mais j'ai trouvé ça, mais tellement, tellement vrai. Et ça m'a aidé aussi à mieux accepter, en fait, ce que je vivais et de me dire, mais t'es pas une si mauvaise personne, en fait, finalement. C'est ta façon de faire souffrir personne à part toi-même quand tu vas pas bien. Je me suis même dit, cette fragilité, la pauvre, t'imagines? Il faut que je l'accepte aussi, il faut que je m'accepte avec cette fragilité-là, sinon c'est pas juste envers moi-même, tu vois. J'essaye d'être juste envers moi-même aussi et d'être un peu tolérante, quoi. C'est dingue comme on apprend la tolérance aux gens. Moi, je suis enseignante, donc effectivement, apprendre la tolérance à des gamins, c'est mon quotidien. Applique-le à toi-même déjà, tu vois. Je pense que c'est surtout quand tu commences à avoir de la tolérance, de la bienveillance, de l'amour envers toi-même, inconditionnellement, peu importe à quoi ressemble ton corps, que là, peut-être, tu peux commencer à offrir à ton corps les bonnes choses, entre guillemets, pour lui, à le mettre en santé, sans que ça devienne une punition parce qu'il n'était pas ce qu'il devait être. Exactement. Alors que finalement, le résultat est le même, c'est la perte de poids. Mais le chemin et la façon de faire vont pas être les mêmes. Et effectivement, le fait d'avoir été mère, le fait d'être mère aujourd'hui, et d'avoir ma fille en face de moi qui me ressemble tellement quand j'étais petite. Elle me ressemble tellement que je me dis, mais imagine elle, je vais pas pleurer quand même.
je me vois pas ne pas l'accepter comme elle est en fait. Bien sûr. Je peux pas. Oh bah non, il faut que je te donne un billet après, c'est pas possible. Donc voilà, et effectivement le fait d'avoir une mini moi, ça m'aide beaucoup aussi à me dire mais en fait elle mérite ça, bah toi aussi tu le mérites en fait. Tu sais, il y a un genre de transfert en fait qui se fait. J'essaye de pas lui transférer le pire bien sûr, dans le sens mes doutes face à l'alimentation, mes troubles, tout ça, etc. Évidemment. Mais si je peux essayer de lui transmettre que d'être imparfaite c'est ok et qu'il faut l'accepter, ça fait partie de nous, ça fait partie de notre personnalité et de notre identité, de notre ADN, ben ce serait déjà une grosse victoire. Puis ta relation avec elle peut en effet te permettre de faire miroir avec ta relation avec toi. Ah ouais, parce que comme totalement. c'est la personne peut-être à qui tu donnes le plus d'amour, apprendre à faire pareil avec toi. C'est clair. Est-ce que ta vie aurait été différente si tu n'avais jamais été en surpoids? Ah ouais, peut-être j'aurais été une bitch, hein. Mais tu sais que je me pose toujours cette question, si j'avais pas été en surpoids et que j'avais toujours été, si j'avais été moi avec mon visage, etc. Parce qu'en fait, on m'a toujours dit un truc, ça c'est assez frappant d'ailleurs. On m'a toujours dit, t'as un beau visage. Mais c'est horrible ça. À partir de... Je suis pas, genre, je fais quoi après? Je mets un rideau avec un trou. À partir de quand c'est un compliment, en fait? Excusez-moi. Arrêtez de dire aux gens, oh, t'as un beau visage. Parce que ça veut dire que le reste, en fait, c'est de la merde, quoi. C'est pas beau. Cache. Et ça, il faut vraiment arrêter. Ce n'est pas un compliment. À la terre entière, je le dis, ce n'est pas un compliment. T'as un beau visage, ça veut dire, bah, ça va, mais... Malgré ton corps, ton visage est beau. C'est malgré ton corps, en fait. Ouais. Et moi, on m'a toujours dit ça, tu vois. Ok. C'est horrible. On m'a vraiment toujours dit ça. Ou même, on m'a dit aussi, oui, oh, mais je te vois pas perdre du poids, ça te ressemblerait pas. Ouais. Ça te ressemblerait pas. Mais c'est bien placé. Ouais. Les formes, elles sont bien placées, oui, voilà. C'est harmonieux, ça te va bien, et ça porte bien. Et en fait, je l'ai toujours, entre guillemets, bien pris avec un soupçon de malaise, tu vois. Il y a toujours eu un petit soupçon de malaise dans cette phrase-là, parce que je savais que c'était des gens qui m'aimaient, tu vois, qui me voulaient du bien, qui me disaient ça. Mais au final, enfin, aujourd'hui, en réfléchissant comme adulte, qui maintenant je me respecte et je sais ce que je vaux, je n'accepterai plus jamais qu'on me dise ça. Plus jamais. Je te vois pas mincir, ça ne te ressemblerait pas. Mais who the fuck are you, tu vois, pour qui tu te prends de me dire ça, en fait? D'où tu sais ce que je suis, moi? Donc, en fait, je me définis par mon corps. En fait, c'est ça que t'es en train de dire. Je me définis par mon corps. Bah, non, en fait. Et je sais plus pourquoi je disais ça. Est-ce que ta vie aurait été différente si t'avais jamais été en surpoids? Ouais, je pense que j'aurais été beaucoup moins sympa. Ah ouais? Ouais. Moins sympa ou moins conciliante? T'aurais accepté moins de choses? Enfin, je veux dire, les gens minces de cette société sont pas tous des connards. Non. Et bien heureusement là. Ah, heureusement, heureusement, bien sûr. Non, c'est pas ce que je dis. Je pense que j'aurais été beaucoup plus sûre de moi. Okay. Plus sûre de moi, et donc j'aurais dit non plus facilement. Ok. Parce que le non dans la vie en général, c'est quelque chose que je ne savais pas dire. Aujourd'hui, évidemment, je sais dire. J'ai bientôt 33 ans. C'est bon. J'ai acquis, compétences acquises. J'aurais dit non plus facilement. J'aurais fait confiance à mes choix. J'aurais fait confiance à mes ressentis aussi quand t'es en train de parler avec quelqu'un que tu sens pas cette personne, ben si t'as pas envie, t'as pas envie. Alors que moi, bah avant, j'avais tellement besoin d'être aimée que je laissais cette personne rentrer dans ma vie, quoi, tu vois. Donc oui, ça aurait clairement changé des choses. D'accord. Alors si j'avais une baguette magique, parce que tu sais que je suis une petite fée. Oui. Un petit farfadet de la forêt. Tout à fait. Si j'avais une baguette magique qui te permettait de perdre tous les kilos que tu veux perdre là maintenant, tu dis oui ou non? Yes, please. Oui. À 1000%. À 1000%. Ok. Parce que c'est le combat de ma vie. D'accord. Ça fait partie du combat de ma vie. Et qu'on est plus en forme quand on est mince aussi. On est plus en forme. On peut s'habiller plus comme on veut. On est plus transparent aussi. On est plus transparent dans la rue. On subit moins le regard des gens. Moi, je suis très ok avec ça. J'aimerais bien être transparente parce que je peux te dire que le fessier, il passe pas partout, hein. Il passe pas incognito.
Donc moi, ça me dérangerait absolument pas de passer incognito. Je préférerais, honnêtement. J'aimerais bien connaître ça un peu. Mais des fois, t'as l'impression d'être un morceau de viande et c'est pas parce que t'es bien foutu. C'est parce que t'as des fesses imposantes, des cuisses imposantes et qu'on, c'est limite si on t'objectise pas plus. Il y a une forme de, on est moins humanisé aussi, je trouve. Vraiment. Ah, la déforme, elle est grosse, bah, c'est un peu plus malsain, tu vois. J'ai l'impression, le regard est beaucoup plus malsain, il est moins normal. Tu vois, il y a une différence entre le regard de quelqu'un à qui tu plais et quelqu'un qui te regarde parce que t'as les formes. Une expérience. Tu vois ce que je veux? Voilà, c'est ça. T'as l'impression d'être une expérience. Je trouve ça tellement dégueu et malsain, tu vois. Et je l'ai tellement vécu que rien que pour ça, ouais, perdre mes kilos, ça. Moi, dans la rue, on m'a déjà une voiture qui s'est arrêtée, on m'a demandé mon 06 et le mec m'a dit t'as pas un 06? Je me suis jamais tapé une grosse. Oh, ouais. Quel enfer. Ouais. Voilà, l'objectisation des femmes en surpoids. Ouais, c'est très dur. Et donc, oui pour la baguette magique, mais si par contre, j'avais une machine à remonter le temps qui te permettrait de n'avoir jamais été grosse, est-ce que tu montes dedans? Non, jamais de la vie. Alors explique. Jamais de la vie parce que déjà je suis persuadée qu'on est ce qu'on est grâce aux douleurs, grâce aux difficultés, grâce aux salles grosses, grâce à tous ces moments où je rentrais pas dans le jean de la cabine d'essayage, où j'ai dû me dire je fais pas telle taille, en fait je fais telle taille, et non en fait dans tel magasin je fais telle taille, et en fait c'est ce côté je vais m'adapter, tu vois, cette capacité à s'adapter, cette capacité à être tolérante, cette capacité à, je pense qu'il y a énormément de compétences et de qualités que j'ai développées grâce à ce parcours. Et puis cette combativité en fait. Franchement, on a trop tendance à croire que les gens gros, ils n'ont jamais fait aucun effort. Mais en fait, vous savez même pas ce qui se passe dans nos têtes. C'est l'effort de tous les jours, bien sûr. Chaque jour est un combat. Chaque jour est un combat. Que ce soit pour changer ou s'accepter, chaque jour est un combat. Chaque jour est un apprentissage. Chaque jour est difficile, quoi. Franchement, on va pas se mentir. Il y a des jours où c'est plus facile que d'autres. Mais tu es extraordinaire quand t'es en surpoids. Et dans tous les sens du terme. Alors justement, est-ce que tu as un message à passer aux gens gros? Et je dis gros avec plein d'amour dans la voix. Oh là, c'est dur. Je m'attendais pas à cette question parce qu'en fait, je suis personne pour faire passer un message. Faites les choses pour vous plaire à vous, pas aux autres. Plaire aux autres, c'est trop fatigant. Gardez votre énergie pour vous-même. C'est vraiment ça. Allez découvrir qui vous êtes vraiment vous. Faites l'expérience du non aussi. Parce que je pense qu'on est trop à dire oui tout le temps parce que, en fait, en dépit de notre corps, on a envie d'être aimé. Excuse d'être gros. Ouais. On va arrêter de s'excuser un petit peu. Et aux grossophobes, est-ce que tu as un message à leur passer? Aux grossophobes? Alors quand je dis aux grossophobes, c'est pas une communauté, c'est pas un clan de personnes. Non. Toutes les personnes qui ont des a priori paroles grossophobes, de façon consciente ou inconsciente d'ailleurs. Posez déjà la question à la personne à qui vous parlez, de savoir comment elle va. Comment est-ce que les gens y vont? Posez-vous, déjà tournez votre langue 7 fois dans votre bouche avant de parler. Déjà, première chose. Je pense que c'est la première chose à faire. Et puis posez-vous la question, est-ce que vous aimeriez qu'on vous... Renvoyez-vous la question à vous-même. Est-ce que vous aimeriez qu'on vous parle, par exemple, je sais pas moi, de votre calvitie, ou est-ce que vous aimeriez qu'on vous définisse par rapport à vos longs ongles que vous avez jamais limés, qui sont dégueulasses? Est-ce que vous aimeriez qu'on parle de vous parce qu'en fait vous avez un nez trop crochu ou trop... Pensez à votre pire complexe en vrai et posez-vous la question, est-ce que j'aimerais qu'on en fasse tout un plat de ce truc-là? Merci Shainez. Merci Manon. Si tu es arrivé jusque-là, merci à toi d'avoir écouté ce podcast. N'hésite pas à le partager autour de toi et à lui mettre plein d'étoiles. Je te retrouve très vite dans un prochain épisode. Et en attendant, tu peux me suivre sur Instagram sous le pseudo Manon mange la vie. À bientôt.